une exposition particulière, il faut un sol particulier. C'est plus compliqué de notre gamme. Voilà. Par contre, une fois que c'est mis en place, ça se débrouille tout seul. Vraiment. Petit jaune est un peu plus sensible par contre. Au gelée tardive, quand les boutons commencent à sortir, les premières années, il ne faut pas hésiter à mettre un petit voile de protection. Voilà. Pour les gelées tardives. La nature, et ça fait 13 ans que je vis avec mon conjoint qui est passionné des végétaux, qui a travaillé plusieurs années aux pépinières de Bresse et qui est actuellement formateur en paysage à Montmoreau. Voilà. Donc pourquoi on s'est lancé dans cette aventure? En fait, c'était au détour d'une conversation avec ma sœur. Qui me dit moi j'aimerais bien avoir des fruitiers, mais il y a tout qui crève chez moi, j'ai pas la main verte, il y a seulement le figuier qui s'est bien lancé, mais le reste ça n'arrive pas à pousser, je comprends pas. Donc je suis allée chez elle, on a regardé un peu son type de sol, elle était dans du sable, en plein soleil, donc un sol pauvre, bien drainé. Donc évidemment c'était compliqué pour les autres plantes, et évidemment le figuier était fait pour ce type de sol, donc lui il était très bien. Donc je lui ai dit, je pense pas que tu sois la seule, et puis non, ce serait intéressant de faire des fruitiers plutôt rustiques, faciles de plantation, de culture. Donc on s'est spécialisé dans les arbres et arbustes fruitiers rustiques, donc sans greffage, parce qu'en fait on veut rester sur de la simplicité, et ça demande quand même pas mal de connaissances. De suivi, de surveillance pour que tout se passe bien pour les pieds greffés. Donc nous on veut rester sur du facile, on n'en fait pas. Donc pas de pommier, pas de poirier, pas de cerisier, etc. Pas ce type de plante. Par contre on s'est focalisé sur des variétés qui sont adaptées pour les sols argileux, bien compacts, les sols calcaires qui des fois empêchent les plantes de pousser. Sur les sols sableux, les plantes qui ont besoin qui peuvent pousser en plein soleil, d'autres qui peuvent pousser vraiment dans la vraie ombre, donc moins de 3 heures d'exposition au plein soleil. En gros, quelles que soient vos conditions, il y a forcément une plante fruitière qui peut pousser chez vous. Voilà. Donc en fait cette pépinière, c'est une petite pépinière de 1000 m², donc une pépinière familiale. Qu'on a voulu hors sol pour avoir des plantes en pot que vous puissiez planter à peu près toute l'année quand vous le souhaitez. Et donc on a voulu garder un côté plutôt écologique, dans le sens où on a fait attention à ce qu'on puisse avoir le maximum de matériel en seconde main. Donc la serre est de seconde main. Les caisses que vous verrez dans la pépinière sont également de seconde main. On les utilise pour la manutention des plantes parce qu'on fait pas mal de foires, donc pour déplacer les plantes, mais aussi pour les garder droits, même s'il y a du vent, pour qu'on n'ait pas besoin de tout le temps relever les pots. Donc ça se maintient dedans. Et on a également des cuves de vignerons qu'on a récupérées de seconde main, qui nous permettent de récolter et stocker l'eau de pluie, avec lequel on va arroser toute l'année avec. On utilise également la biodiversité pour lutter contre les nuisibles potentiels de la pépinière. Donc dans notre jardin, on a 3 mares, on a des haies épineuses pour protéger les oiseaux, avoir des oiseaux en fait sur site. On a fait aussi des tas de bois de bois mort qu'on conserve pour tout ce qui est hérisson, et qui nous aide à lutter contre tout ce qui est limaces. Voilà, donc dans cet esprit, on n'utilise pas non plus de produits phytosanitaires. On utilise quelques traitements s'il y a besoin, on ne fait pas de prévention, donc s'il y a besoin, on traite à l'huile végétale, l'huile essentielle, savon de Marseille. Donc on reste vraiment sur côté facile, tout le monde peut aussi en avoir chez soi pour faire la même chose et qui ne nuit pas à l'environnement. Donc je vais vous montrer en fait sur une année comment on travaille. Donc on va partir du mois d'août où en fait on va faire nos boutures, et donc on va partir du cycle des boutures pour faire l'année. Voilà. Donc vous pouvez me suivre, vous faites bien attention, vous mettez les pieds parce que nous sommes en sol argileux, donc c'est un sol qui travaille beaucoup, il y a des trous
des bosses cachées sous la toile tissée, donc on fait bien attention. On ne fume pas dans la pépinière parce qu'en fait ça fait des trous et que chaque trou ça fait des herbes à désherber à la main, parce que je désherbe absolument tout à la main, que ce soit la pépinière ou les pots. On fait attention aussi à la tête parce que notre irrigation est aérienne et on a utilisé donc des fers à béton pour maintenir la structure, et donc il ne faut pas se prendre une barre de fer dans la tête. Ça fait mal. Voilà. Faites également attention, donc là c'est l'après-midi, mais il y a encore quelques zones où il y a un peu d'eau au sol. La toile tissée plus de l'eau, c'est une patinoire. Donc on fait bien attention, on progresse en sécurité, doucement. Voilà. Donc derrière vous là, vous avez la haie de pied mère sur lequel on sélectionne nos boutures. Donc c'est sur ces plantes là qu'on va faire nos butures, et je vais vous expliquer un peu comment on fait. Donc sur une plante, vous avez 3 types de bois. Vous avez le bois de l'année qui est vert. Ensuite vous avez ici le bois outé, donc de l'année dernière, et ensuite donc vous avez la limitation ici entre les deux écorces, et ça c'est le bois des années précédentes. Donc si vous avez envie de faire une bouture c'est 5 bourgeons boutons sur la tige. Une bouture c'est 5 bourgeons boutons sur la tige, donc c'est au moins 2 en pleine terre et 2 à 3 à l'air libre. Sur une même branche, on peut faire plusieurs boutures du moment qu'on a ces 5 boutons. Donc on peut faire 5, 5, 5, voilà, on peut en faire plusieurs. Où est-ce qu'on taille? On taille toujours proche des boutons, que ce soit pour tailler le pied mère ou tailler les boutures. Il faut toujours qu'il y ait un bouton qui soit à l'extrémité des tiges. Donc par exemple ici. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez faire des boutures, les boutons vont servir à faire les racines. Sur la branche que vous laissez, il faut un bouton pour laisser sortir pour les prochaines branches à l'avenir. Tout ce qui est genre les petits trognons qui restent comme ça, il faut éviter parce que ça peut être des entrées de maladies, de moisissures. Donc on essaye de faire des choses plutôt propres. Donc par ici par exemple, on voudrait tailler, ce serait par là. Hop, parce que vous êtes proche d'un bouton. Voilà, par là ou là. Vous êtes proche d'un bouton et en fait, je sais pas si vous voyez, mais au niveau des boutons, vous avez le bouton et ensuite vous avez un petit V qui est ici. Ça, faut pas l'abîmer. En fait, c'est la réserve d'énergie qui est dans la plante pour éventuellement faire justement des racines. Donc, on va tailler ici pour faire la bouture. Et ensuite, ça, si on veut le garder, on va enlever le petit trognon. Donc, on va recouper au-dessus du bourgeon qui est ici. Ici, voilà. Donc vous avez une coupe nette pour la plante et vous avez votre bouture. Une fois qu'on a la bouture, on va un peu biseauter le bout pour favoriser la sortie des racines. Nous, on prend nos boutures, on la met dans des mini-mottes, comme ceci. En fait, c'est pas forcément du terreau spécifique, c'est juste un terreau plutôt à semis qui est assez fin et qui va permettre aux racines de se développer. L'intérêt des mini-mottes, c'est que il va y avoir le bon compactage de terreau pour pas que ce soit trop compact, pas trop aéré, pour que en fait, les racines puissent se faire dedans. Et du coup, à terme, les racines vont pouvoir sortir de la mini-motte pour après coloniser le futur pot. C'est vous qui faites votre terreau? Non, on ne fait pas notre terreau, on a choisi en fait de partir sur du terreau autorisé en bio. Un terreau qui est plutôt utilisé pour le rempotage, donc un nutriment on va dire neutre classique, avec un bon drainage et une bonne maintien de l'humidité à l'intérieur, mais pas trop. Donc voilà. Une fois qu'on a mis les boutures dans les mini-mottes, on va les mettre dans les mini-serres qui sont juste ici. Donc dans ce type de serre, on peut maintenir entre 200 et 300 boutures. Une fois qu'on l'a remplie, on va aller chercher des feuilles de saule qu'on va mixer, qu'on va macérer 24-48 heures avec de l'eau minérale. Donc
pas d'eau de pluie parce que maintenant avec les pollutions ça devient acide et pas de l'eau du robinet parce que souvent elle est calcaire. Donc on fait macérer tout ça, on arrose nos boutures et notre caisse est prête. Donc on est toujours en août, donc on fait attention aux températures pour pas que ça monte de trop. On ouvre, on ferme jour et nuit. Quand les températures commencent à baisser, on va jouer plutôt avec les ouvertures du dessus. Et quand les températures descendent la nuit en septembre, on va les mettre sur des nappes chauffantes pour réguler à 16 degrés pour pas que les boutures descendent en dessous. Au moins jusqu'à début octobre. Une fois que la plante est en dormance, à ce moment-là, plus trop besoin de faire attention à l'irrigation ou quoi que ce soit. Et les nappes chauffantes ne servent plus à rien. Donc à ce moment-là, les caisses vont finir dans la pépinière, dehors. Les plantes vont du coup ressentir le froid de l'hiver et vont pouvoir redémarrer dans un cycle naturel. Donc toujours en septembre, c'est le moment où en fait on fait également les week-ends des foires aux plantes. Donc on va se balader, par exemple cet automne, on va aller à la Saline Royale à Arquet-Senoing, on va aller au château de la Loyère. Des fois on va un peu plus loin. Donc on transporte entre 200 et 500 plantes selon les foires. Et donc on fait ça. En octobre, on fait les petits entretiens, par exemple sur le kiwi qui a besoin d'être retutoré, remis les tuteurs bien droits, refaire le propre sur tout ce qui est framboisier, tout ça. Fin octobre, c'est la fin des foires. À ce moment-là, en novembre, on va commencer à faire le grand nettoyage de la pépinière. Donc on va passer tout ce qui est souffleur, Karcher, c'est les deux seuls outils mécanisés qu'on utilise. On va rabattre les voiles d'ombrage pour pas que la neige se dépose dessus pendant l'hiver. Et on va mettre l'irrigation en hivernage. Voilà, donc en décembre, janvier, c'est la petite pause annuelle où on fait la compta, on remet à jour le site internet. On recrée nos fiches techniques parce qu'on crée des fiches techniques. Des fiches techniques pour les plantes où on met en fait la plantation idéale, caractéristique de la plante, où on met la caractéristique du fruit et quelques petites recettes qu'on peut faire avec. Donc pendant cette période-là, on fait tout ce côté paperasse, voilà. En février, on retourne à la bouture parce qu'il peut y avoir des redoux. Et du coup, il faut bien faire attention au niveau du débourrage des boutons pour que les boutons ne prennent pas le gel, des bouchons sortants ne prennent pas le gel. Donc on va à nouveau gérer entre mettre la journée les caisses dehors et la nuit les caisses en serre pour pas que ça prenne la gel. En mars, on recommence à mettre l'irrigation en route, on vérifie que tout marche. Quand ça marche pas, il faut se dépêcher parce qu'on a un mois pour tout régler, comme cette année. Et ensuite, on refait un petit nettoyage pour être propre pour le début de la saison. On engraisse les pots, on repaille les pots parce que vu qu'ils restent en mode naturel, il y a quand même des petites bébêtes qui sont dedans, qui vont en fait manger le paillis et qui vont nourrir la plante. Mais du coup, pour faire une protection contre l'enherbement, on est obligé d'en remettre. Donc ça fait partie du travail qui est en mars. En mars également, on va vérifier que les pots n'ont pas besoin d'être empotés. Donc nous, on est en pot de 2 litres et de 4 litres uniquement. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on met dans le pot, on met un fond de taureau. On va dépoter la plante comme ça, délicatement. S'il y a besoin, si vous avez beaucoup de racines, vous n'hésitez pas à gratter pour ressortir un peu les racines pour qu'elles puissent rentrer dans le nouveau pot. Vous mettez votre motte dans le pot. Vous mettez tout autour.
Vous mettez quasiment de la terre un peu plus au-dessus que la terre de base de l'ancien. Et à ce moment-là, vous tassez bien votre pot, bien tassé, pour en fait enlever tout ce qui est bulles d'oxygène qui pourrait en fait faire pourrir les racines dans le pot qui ne sont pas en contact avec la terre. Donc une fois que vous avez bien tassé, là on va faire l'inverse parce que nous ce qu'on cherche c'est que les racines puissent quand même facilement aller dans la nouvelle terre. Donc on va décompacter les pots et le pot après on va le pailler. Donc on paille le pot en excès, comme ça. On va secouer pour enlever l'excédent et on choisit du paillis de chambre parce qu'en fait il est plutôt silicieux, donc les limaces ont moins tendance à vouloir y aller. Elles y vont quand même, mais il n'y a pas une razzia d'un coup, c'est moins virulent. Et surtout en fait on a choisi ce paillis parce qu'en fait il est assez fin et qu'avec l'irrigation il va faire une sorte de croûte qui va empêcher les mauvaises herbes de se mettre en place et empêcher que le pot s'assèche trop vite. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on met en caisse. À ce moment-là, s'il y a besoin, on tuteur. On utilise ce type de lien en caoutchouc, silicone, qui est assez extensible. Comme ça, en fait, on peut maintenir les plantes qui en ont besoin. S'il y a du vent, ça ne va pas les blesser en bougeant. Et si elles ont besoin de grossir, elles pourront prendre leur place sans problème. Donc on réutilise à chaque fois voilà. Donc on réutilise à chaque fois. Une fois que la caisse de plantes est pleine, on va la mettre sur le chariot qui est derrière vous. Et donc avec nos petites jambes et nos petits bras, on va aller en la pépinière. C'est ça. Donc là on était en mars et maintenant on va regarder de avril à juillet. Et d'avril à juillet, en fait, la seule chose qu'il va falloir vraiment bien garder, en plus de continuer les foires, à désherber en continu tout le long, c'est l'irrigation. Donc en ce moment, on arrose on arrose plutôt tous les 2-3 jours. Mais en été, on peut arroser jusqu'à 2 fois par jour, c'est-à-dire une vraie irrigation la nuit pour que la plante puisse boire. Et une irrigation en fin de matinée pour en fait maintenir la température au niveau de la pépinière pour pas que ça chauffe de trop. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Est-ce que si on fait du compost, on peut s'en servir pour rempoter? Tout à fait. Pour mélanger avec les terreaux? Vous n'êtes pas obligé. C'est juste qu'il faut savoir que votre compost, il y a des graines dedans. Et qu'elles vont germer, donc du coup il va falloir désherber. Voilà. Mais sinon, aucune contre-indication, c'est plutôt bien. Voilà. D'autres questions? Voilà. Et ben dès que mon cher et tendre arrivera, je vous laisse avec lui, il vous expliquera tout ce qui est conseil de plantation, d'arrosage et du coup vous expliquer la gamme qu'on a. Voilà. Merci. Aucun problème. Ouais. Vous pouvez le rabattre à 2 mètres et 1 mètre de large, ça lui posera En pas fait, il a préjudice. filé. Il était Ouais. dans une haie, il a filé, et puis il s'est Ouais. éclaté au-dessus. Et ben, ouais. Par l'observation, parce qu'il est difficile d'avoir un critère qui va s'appliquer à tous vos terrains et à vous tous. D'accord? Donc on va commencer par la plantation. Je suppose que vous êtes beaucoup de la région. Pour la majorité, je parie que vous avez des sols argileux. Bon. Voilà, tout le monde rigole. Donc le sol argileux, c'est un sol qui est difficile à travailler, qui est physique. Voyez le bon côté de la chose, je vous le dis tout de suite, c'est pas un mauvais sol, bien au contraire, parce que sans argile dans le sol, on ne pourrait pas avoir de fertilité. D'accord? Donc pour faire une bonne plantation en sol argileux, on va commencer par faire évidemment un trou. Vous prenez en fait le volume de racines de la plante, en gros qui correspond ici au pot, et vous allez faire un trou au minimum 3 fois la largeur du pot. En profondeur, vous allez creuser 15 à 20 cm plus profond que la hauteur du pot. D'accord? Cette terre, vous allez la sortir. Ça fait souvent des blocs, l'argile. Comme ça fait des blocs, il va falloir les casser. Donc vous prenez un outil. Moi, j'aime bien personnellement prendre la bêche 4 dents.
sur la tranche ou les dents en avant, ça vous casse les morceaux. Vous allez les casser sur ce tas que vous avez fait à côté, d'accord? Le trou que vous allez faire, je me fiche qu'il soit rond ou carré. J'ai fait l'expérience des deux, je ne vois aucune différence après pour la vie du végétal. Par contre, je vais vous imposer quelque chose, c'est d'avoir les bords verticaux et le fond horizontal. Ok? Ça aide le système racinaire primaire, quand il va arriver sur les bords, à trouver des voies de sortie, il va se trouver bloqué avec des angles difficiles pour s'inverser quand il va sentir que la terre est plus ferme. Donc lui, il va aller essayer de trouver des aspérités pour creuser autour. Ça facilite les choses. Ça, c'est quand même important. Pareil, quand vous creusez en argile, vous avez sûrement remarqué, quand on met le fer de bêche, on se retrouve avec un sol qui des fois prend un peu un aspect brillant et lisse. Alors ça, vous n'allez pas le laisser. Quand vous voyez ça, ce que vous allez faire, vous allez prendre un outil, alors soit la griffe 3 dents, soit pareil, la bêche 4 dents que vous allez inverser, c'est-à-dire les dents vont être courbées vers le bord du trou, et vous allez me gratter aussi bien le fond que le bord du trou. Vous allez recréer en fait des aspérités sur l'ensemble des bords du trou. Toutes ces aspérités, elles vont servir que quand les racines vont arriver, elles vont voir qu'il y a des petites aspérités, elles vont pouvoir s'insérer dedans, aller coloniser plus facilement le sol environnant, donc votre argile. Et comme là, elle a pris un peu de force, elle va pouvoir grossir, les racines vont grossir, exploser l'argile et coloniser en fait le volume de terre environnant. D'accord? La terre que vous avez sortie, du coup, bah, vous allez ramener du terreau universel. D'accord? Le terreau universel, il va avant toute chose, premièrement, vous aérez le sol. L'argile, c'est très serré, comme vous avez tous fait ce constat. C'est pas drainant pour un sou. Hein, l'eau stagne beaucoup. C'est dur, c'est difficile à travailler. Quand vous remettez du terreau, le terreau, c'est tout le contraire. C'est très aéré. Donc là, vous allez remélanger les deux. Vous allez faire en sorte d'avoir un mélange homogène. Ça se voit à la couleur. Hein, on voit que la couleur devient homogène. Vous allez mélanger tout ça. Vous allez avoir du coup un sol qui est déjà bien mieux drainé. Puis vous allez faire quelque chose qui est magique, c'est que vous avez mélangé finalement d'un côté votre argile et de l'autre côté votre humus. Et du coup, les deux vont se lier dans le sol pour constituer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et le complexe argilo-humique, c'est la clé d'un sol fertile. Quand vous avez ces deux éléments, vous avez en fait constitué en sous-sol ce qui correspondrait dans nos maisons à notre frigo. Donc une zone où la nourriture peut venir se stocker et où cette nourriture peut être accessible au végétal. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez remettre déjà une partie de terre, vous êtes d'accord, pour compenser le fait que votre trou était plus profond que la hauteur de votre pot. Vous allez trouver le bon niveau de manière à ce que quand vous positionnez votre pot, vous vous dites que le collet de la plante, alors le collet de la plante, c'est cette zone un peu gonflée que vous avez juste surface de la terre. Ce collet, il doit être juste au-dessus de la surface du sol environnant. En gros, hein, la terre de votre pot doit être plantée exactement au niveau de la terre environnante, de la surface de la terre environnante. C'est important. Ce collet, jamais vous ne le mettez sous terre. Pourquoi? Au mieux, la plante des fois végète un peu. Au pire, des fois, ce collet va moisir et du coup, la plante va mourir. D'accord? Donc, vous avez mis votre hauteur de terre suffisante au fond. Vous dites, je suis à la bonne hauteur, donc je dépote ma plante. Quand vous la dépotez, vous allez vous rendre compte des fois que le système racinaire avait investi tout le pot. Puis la surface, elle est un peu ferme. Il faut libérer les racines. Donc pour libérer les racines, vous allez prendre une petite griffe 3 dents. Et puis gentiment, non. En gros, hein, la terre de votre pot doit être plantée exactement au niveau de la terre environnante, de la surface de la terre environnante. C'est important. Ce collet, jamais vous ne le mettez sous terre. Pourquoi? Au mieux, la plante des fois végète un peu. Au pire, des fois, ce collet va moisir et du coup, la plante va mourir. D'accord? Donc, vous avez mis votre hauteur de terre suffisante au fond, vous dites je suis à la bonne hauteur, donc je dépote ma plante. Quand vous la dépotez, vous allez vous rendre compte des fois que le système racinaire avait investi tout le pot, puis la surface elle est un peu ferme. Il faut libérer les racines. Donc pour libérer les racines, vous allez prendre une petite griffe 3 dents, et puis gentiment, vous allez m'ébouriffer le dessous du pot, les côtés, pour que les racines repartent vers l'extérieur.
vous centrez votre pot, vous remettez votre mélange tout autour au fur et à mesure pour revenir combler la fin du trou. Vous pouvez gentiment monter un peu sur le sol pour commencer à le tasser. Pas de trop parce qu'on a de l'argile, ça ne sert à rien de trop en faire. Une fois que vous avez fait cette manœuvre, prenez la terre restante, souvent on en a de trop, d'accord? Évidemment, on en a ramené. Puis vous allez me faire une cuvette. Alors la cuvette, vous allez faire une petite collerette de terre tout autour, bien homogène, qui correspond à peu près à la taille du trou que vous avez creusé. Et à l'intérieur de cette cuvette, vous allez arriver avec un arrosoir, vous enlevez le pommeau, puis vous plombez. Alors plomber, vous faites un petit peu comme les Marocains, vous voyez là, quand ils vous servent le thé. Vous avez vu, il y a une petite hauteur là. Pareil, vous tournez un petit peu autour. Le plombage va remplir la cuvette. Vous regardez, très souvent au départ, on se rend compte que l'eau, elle s'infiltre très vite. Tant qu'elle s'infiltre vite, on va ramener de l'eau. D'accord? Puis à un moment, on se rend compte que l'eau, on a l'impression que ça bouge plus beaucoup. On dit que le terrain refuse l'eau. Quand il refuse l'eau, ça veut dire que tout a été remis en place. On a fait deux choses. On a chassé l'air et l'oxygène qu'on a enterré en fait, au moment de la plantation. On ne peut pas le laisser en sous-sol. Parce que dans l'air, on a 21% d'oxygène, ça oxyde nos racines. Il faut absolument chasser ça rapidement. Et puis en plus, avec le poids de l'eau, le terrain en fait va venir, chaque morceau de terre va venir l'un contre l'autre, se repositionner correctement. Et on a un sol qui est stable. Vous le saurez très vite, au bout de 2 semaines, si vous revenez, il n'y a rien qui a bougé. Quand on a mal fait le travail, des fois 2 semaines après, on se rend compte qu'il y a des fissures, c'est affaissé. Ça, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. D'accord? Ça, c'est pour vous autocorriger. Voilà. Quand vous avez fait votre plombage, écoutez, la plantation est finie. Moi, j'attends que l'eau finisse de s'évacuer. En général, je vais nettoyer mes outils, des trucs comme ça. Après, alors, je vais vous obliger à pailler maintenant. Le paillis, il est extrêmement important. Alors, le paillis, moi, que je préfère sur la pleine terre, que je trouve le plus efficace, ça reste du broyat de bois. D'accord? Pour faire des économies, n'hésitez pas à aller passer un petit coup de fil aux paysagistes autour de chez vous, qui souvent, quand ils font de l'entretien, broient le bois, broient les branchages. D'accord? Et puis demandez-leur de vous en ramener. Certains sont gentils, le font encore gratuitement, d'autres vous demanderont un petit billet. Ça coûte moins cher qu'en jardinerie, c'est pour vous faire des économies. Ça. J'ai rien contre les jardineries, mais bon, voilà, pour vous, ça sera moins cher. Alors, ce broyat de bois, il faut que ça soit du bois sain. Demandez-leur bien, par contre, que ça soit du bois sain, c'est important. Et puis vous allez m'en mettre déjà une assez bonne quantité. D'accord? Pour que ça soit protecteur au niveau du sol. S'il vous plaît, payez-moi ça sur au moins 80 cm à 1 mètre de diamètre. Et puis mettez-en 10 à 15 cm d'épaisseur. Alors très souvent, je vois des revues qui disent 3-4 cm. Ce polo me protégera très peu du froid, il est peu épais. Vous êtes d'accord que si je mets un blouson, je serai bien protégé. Le principe, il va être le même, là. D'accord? Une seule recommandation, votre paillis, vous en faites tout votre cercle, vous ne venez pas le blottir contre le tronc. Vous laissez toute cette petite partie libre de paillis. Parce qu'évidemment, il faut toujours penser que quand il pleut trop, et l'humidité qui stagne risque de créer des moisissures. Il ne faut pas que ces moisissures viennent moisir notre tronc, notre collet. D'accord? Il faut que ça reste aéré. Est-ce que c'est tout compris? Alors le broyat de bois, je vais juste finir une chose qui va vous servir. Protéger votre sol, éviter qu'il y ait une croûte de battance. Vous avez tous vu que quand le sol s'assèche, qu'il commence à pleuvoir, c'est un miroir au début. Ça met beaucoup de temps à s'insérer l'eau. Quand vous avez le broyat comme ça, l'eau va glisser déjà plus doucement. Il n'y a pas cette croûte. Et vous êtes sûr que toute l'eau qui est tombée à l'endroit là va venir dans le sol. A contrario, évidemment, quand il fait sec, ça évite énormément l'évaporation. Vous allez garder un sol qui est très frais. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Ça va être l'arrosage. Les 2 premières années, les 2 premiers étés, votre plante, c'est un bébé. Donc c'est comme pour nos bébés. Il faut apporter le biberon, parce que pas de biberon, pas de boisson. Vous voyez où on aboutit, c'est la mort assurée. À partir de la 3e année, c'est plus que de la surveillance. Passez pas votre vie à assister vos plantes. Elles sont comme nous, c'est un être vivant. À force d'être assisté, on ne fait plus grand chose. Vous voyez ce que je veux, fait plus grand chose. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc après, c'est de la surveillance. Alors là, la surveillance, elle est très simple. C'est que quand la journée se termine, vous venez, quand le soleil ne tape plus sur la plante, au crépuscule, vous venez glisser votre main sous le paillis. Si vous avez une sensation de fraîcheur, ça veut dire que le sol est encore rempli d'eau finalement. Ça veut dire qu'il y a de l'évaporation s'il fait frais.
c'est pas la peine de venir arroser. D'accord? Si par contre, quand vous glissez votre main sous le paillis, vous sentez que finalement la température est encore relativement élevée, c'est plus rugueux au toucher, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'eau dans le sol. Et là, vous allez venir arroser. Quand on arrose, on fait comme fait la nature. La nature, elle est irrégulière, des fois elle fait beaucoup d'un coup, mais c'est loin d'être tous les jours. Donc quand on va arroser, on va faire la même chose. On va venir arroser abondamment, mais pas trop souvent. Alors, je ne peux pas vous donner de redondance. Hein, la redondance, ça sera régulièrement venir mettre sa main sous le paillis. Tant que c'est frais, on n'arrose pas. Ça peut durer 3 jours, 12 jours, selon les conditions météo, selon votre sol, votre environnement. Tout comme ça peut durer que quelques jours parce que c'est allé très vite. Hein, parce qu'il y a eu du vent du sud, il a fait très chaud, et même sous le paillis, ça va s'assécher. D'accord? Hein, donc voilà, ça permet de se donner un critère viable, de savoir quand venir arroser. Et je ne peux pas vous dire, vous, ça va être tous les 10 jours, vous, c'est tous les 5 jours, je ne peux pas le savoir d'avance. Ça. Ok? Donc faites absolument ça. Quand vous arrosez abondamment, abondamment ça veut dire quoi? Alors pour certains, vous allez dire 10 litres, c'est abondant. Non! Quand vous venez arroser, des fois ça va être 30, 40, 50 litres d'eau pour un pied de plante. Pourquoi autant? Parce qu'en fait, là, ça va bien remouiller toute la motte et surtout, ça va aller très profond. L'eau qui glisse en profondeur, le système racinaire va accompagner le mouvement, va aller en profondeur, là où c'est frais. Vous allez créer un système racinaire profond. Un système racinaire profond, c'est un système racinaire que même après, quand vous partez en vacances, il reste dans la fraîcheur. À 50 cm de profondeur, le sol, ça sèche très peu. Hein. À moins d'avoir des conditions exceptionnelles. Donc là, vous créez une plante qui est robuste. Je vais revenir aussi sur une petite chose, soyez observateur des plantes. Je vais revenir sur une particularité. Vous avez tous remarqué qu'une plante, des fois, elle se fane l'après-midi. D'accord? Et là, souvent, on se dit, oh là là, ma pauvre, elle a soif. Alors déjà, évitez d'arroser en journée. D'accord? On arrose tôt le matin, tard le soir. D'accord? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, déjà, éviter un choc thermique trop important. Évidemment, le soir, la température est redescendue, c'est comme nous. Quand notre peau a moins chaud, un seau d'eau qu'on nous jetterait dessus frais, ça va, il n'y a pas une grande différence de température. Quand on a bien chaud, ça fait un choc thermique. La plante, c'est un être vivant, c'est comme nous. Elle n'aime pas les chocs thermiques, ça la stresse. Évitez de la stresser. D'accord? Puis une deuxième chose, c'est évident que quand on arrose la journée, il y a déjà une partie qui s'évapore bêtement dans l'air. L'eau, ça va devenir de l'or hein, bientôt, vous êtes d'accord? Arroser au bon moment pour que l'essentiel de l'eau aille là où elle doit aller, dans le sol et pour la plante. D'accord? Vous arrosez toujours au pied des plantes, n'arrosez pas le feuillage, hein, parce que ça facilite aussi l'arrivée des fois, s'il y a des spores qui sont sur les feuilles, ça facilite des fois l'arrivée de champignons délétères pour la plante. Ça crée aussi un choc thermique supplémentaire qui est totalement inutile pour la plante. Et puis, donc observez votre plante, l'après-midi elle est fanée, comme on doit arroser le soir, attendez le soir, quand il n'y a plus de soleil sur elle. Puis il y a deux solutions s'offrent à vous. La plante elle est restée comme ça, fanée le soir. Ça c'est une plante qui vous dit au secours, moi j'ai soif, donnez-moi à boire, donnez-lui à boire. Donc vous arrosez abondamment. Par contre, ce qui arrive des fois, c'est qu'elle est fanée après-midi, puis vous passez le soir, vous dites, mais c'est marrant, il me semblait qu'elle avait soif celle-là cet après-midi, mais les feuilles se sont redressées. Alors celle-là, vous ne l'arrosez pas. Ça veut dire qu'en fait, il y a assez d'eau dans le sol, mais elle a eu trop chaud l'après-midi. Elle est comme nous, quand elle a trop chaud, on a tendance un peu à s'affaisser. Voilà. Donc évitez-vous aussi d'aller arroser quand c'est inutile, et puis faites pas cette erreur, parce que moi je l'ai déjà vu, surtout quand les plantes sont jeunes, on fait, elle avait soif cet après-midi, je l'arrose. Puis le lendemain, évidemment, elle a quand même trop chaud, elle se fane. Ah mais j'arrose, puis j'arrose tellement qu'à bout d'un moment, elle en meurt, vous l'avez noyée. D'accord? Donc soyez observateurs, l'observation c'est un être vivant, ce que je vous dis c'est comme nous, on est content, on sourit, on n'est pas content, on ne sourit pas. La plante a des signes indicateurs aussi de là où elle en est. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question par Oui. rapport au drainage. Oui. J'ai entendu dire que mettre du sable sur un sol argileux pouvait faciliter le drainage. Tout à fait. C'est, Alors moi je travaille d'abord avec le terreau parce qu'il a cette double fonction, comme je vous ai dit, le terreau de se lier avec l'argile pour faire le complexe argilo-humique et aérer le sol, certes, remplacé par du sable qui en effet, lui, ayant un grain très gros, va améliorer le drainage du trou.
Il faudrait faire ça plutôt en fin de saison, avec les pluies, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de... Alors au niveau plantation, dans l'esprit, la meilleure période de plantation reste toujours la période de repos végétatif de la plante. Le repos végétatif de la plante, pour toute plante qui perd ses feuilles, qui est caduque, ça correspond au moment en fait, où elle n'a pas de feuillage. Hein. Et vous êtes dans le meilleur moment pour ne pas la déranger. D'accord ? Après, quand on a un pot, on a un petit peu plus de marge. Moi, j'estime qu'à partir du moment, sur même le début du printemps, le temps n'est pas encore trop chaud et le sol est resté frais, c'est-à-dire qu'il est encore, on voit qu'il y a de l'humidité, on peut encore se permettre. Mais n'allez pas trop tard. Hein, il y en a des fois qui vous disent, le pot à la base, on disait on peut le planter à n'importe quel jour de l'année. Non, parce qu'il y a aussi le respect du végétal en lui-même. Un végétal, quand vous le plantez qui fait 35 degrés, vous avez beau l'arroser, il y a un stress qui est important. Vous allez l'arroser d'autant plus, il faudra d'autant plus à côté de lui les jours d'après. C'est pas une bonne affaire, ni pour vous, ni pour lui. D'accord ? Voilà. Alors au niveau drainage, par contre, faites attention à une chose. Si vous avez un terrain argileux très plat, d'accord ? Vous pouvez remettre autant de sable que vous voulez dans le trou. Si le terrain, de manière générale, se gorge d'eau, quand vous allez creuser, vous allez trouver de l'eau. Et qu'il y ait du sable ou pas, on baigne dans l'eau. D'accord ? Donc il est plus important de penser de manière un peu plus générale aussi, et de se dire faire des points de sortie des eaux. D'accord ? En terrain argileux, quelque chose qui va bien, c'est de se rapprocher du fossé. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une pente, la gravité en sous-sol fait que l'eau, elle va circuler plus vite. Donc s'extraire plus vite. Donc une eau qui circule plus vite, qui s'extrait plus vite de la zone, c'est un terrain qui est déjà mieux drainé. Le drainage, c'est ça en fait. Hein. C'est l'extraction assez rapide des eaux en sous-sol. D'accord ? Donc vous avez la proximité de fossé, les pentes. Alors vous pouvez mettre en haut de la pente, mais attention, le haut de la pente peut vite s'assécher à outrance l'été. La mi-pente souvent est géniale. D'accord ? Et le pied de la pente, ça ne paraît pas évident, c'est là où on va baigner beaucoup. D'accord ? Autre chose pour drainer, si vous êtes, en particulier quand on est bressant, alors il n'y a pas que la Bresse, il y a plein d'endroits en France où on a des sols argileux, on va faire ce qu'on appelle du butage. Donc buter, c'est-à-dire que vous avez ces surfaces planes, vous allez créer votre trou certes, mais vous allez le reboucher et surcompenser même par une butte de terre. Par exemple une quarantaine ou 50 cm de haut sur un beau petit diamètre, hein, n'hésitez pas, un bon mètre carré, voire un peu plus, et vous allez venir planter au milieu votre plante. Comme vous avez paillé l'été, on va quand même limiter l'évaporation, mais surtout l'hiver quand il y a trop d'eau, ou même à l'automne, hein, des fois, certaines périodes, l'eau qui est sur cette butte, elle, comme il y a une pente, va s'extraire très vite. Et le système racinaire, sur sa partie haute, ne baignera pas dans l'eau, donc ne risquera pas ni de se moisir, ni de se pourrir. Parce qu'il faut toujours penser aux deux extrêmes, en fait, dans ce cas-là. Et c'est des fois la complexité. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est tout simplement ce qu'on fait nous aussi en Bresse, des fois recréer des rigoles, c'est-à-dire des micro-fossés. Jouez-en aussi d'un aspect esthétique, ça peut être très très rigolo. Moi j'en avais fait au début ici dans le terrain, où j'avais fait des sortes de pseudo-rivières, des rigoles, qui viennent tirer les eaux des sols, tout vit mieux à côté. Et puis une dernière chose tout simplement, des endroits des fois qui sont très gorgés d'eau parce qu'il y a beaucoup d'argile, c'était aussi dans d'anciennes zones où vous aviez des mares qui par des pratiques différentes ces dernières années ont été rebouchées. N'hésitez pas à en rouvrir quelques-unes, pas besoin qu'elles soient grosses. Si vous avez un sol argileux assez profond, en plus vous n'aurez rien besoin d'autre que la terre environnante pour bloquer les eaux. L'eau va bouger très peu dans la mare en fait, on se rend compte. Alors il ne faut pas creuser trop profond, parce que des fois il y a des sous-sols après qui redeviennent sableux et l'eau s'évacue. D'accord ? Mais quand vous creusez une mare, souvent l'eau n'arrive pas jusqu'au bord de la mare. D'accord ? Et les bords de mare comme ça, l'eau est très circulante de fait, parce qu'elle est tirée par la mare. Et c'est des zones qui tout de suite sont mieux drainées et sont bien plus agréables pour les végétaux. Ouais. Moi par exemple j'ai rouvert 3 mares ici. Il y a un endroit là, j'ai ouvert une mare, un endroit où il était impossible de planter quand je suis arrivé. Depuis que j'ai rouvert la mare, autour je peux planter plein de choses. La mare tire les eaux et en fait ça pousse vraiment beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Intéressant, merci. Et puis vient en dernier recours, on peut toujours faire des systèmes de drainage en sous-sol. Mettre des drains, mais bon après là on rentre dans un travail un peu plus complexe, d'accord. Et puis allez, on va être extrémiste, c'est aussi moins écologique parce qu'on vient remettre quand même des tuyauteries alors qu'on n'a peut-être pas besoin de ça pour bien faire le boulot, tout simplement. Ouais.
Voilà. Super. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Oui, je vais vous demander le paillage. Donc, au pied d'un arbre fruitier, vous le laissez l'hiver. Vous pouvez le laisser, ça sert à toute saison. Oui. Oui. Voilà. Oui. En fait, En laissant cette zone que vous dites. toujours, ouais, voilà. toujours, jamais contre les troncs. D'accord. Il y a certaines plantes qui s'en fichent, il faut être honnête. Hein. Ouais. Par exemple, un figuier, souvent, lui, il aura plutôt tendance à recréer de la racine dans le paillis parce que c'est humide. Son écorce se retransforme. Mais lui, il a cette capacité, peu de plantes l'ont. D'accord, donc prenez pas le risque. Dans le doute, laissez toujours cette aération autour du On tronc. vous a pris des kiwis. Oui. Donc, pour l'instant, ça se porte très bien. Tant mieux. Et donc, on se demandait s'il fallait qu'on les laisse pailler tout le temps. Quoi. Oui, Oui, je trouve que c'est oui, mieux. oui. Ah ouais. En fait, ça évite aussi des changements trop brusques. Tout changement brusque, c'est comme nous. Oui, bah oui. Ça crée un stress sur le corps. La plante, c'est pareil. Si on lui évite ça, tout de suite, elle se comporte mieux. Ils sont contentés de geler un petit peu les nouvelles feuilles. cette Oui, mais année, parce que cette année, on a eu de la gelée tardive. Tardive. D'accord. Mais il repart. Hein. Voilà. Le kiwi, l'hiver, c'est pas un problème. Hein. Il est en dormance, c'est une plante caduque. Ouais. À moins 15, et il va y aller. Au pire, quand même des parties aériennes de bois qui vont geler si c'est durable. Mais en fait, le système racinaire, tant qu'il ne gèle pas, il a cette capacité à venir repercer au-dessus. Le pire, c'est le moment où la plante débourre, c'est-à-dire votre bourgeon qui était là l'hiver en train de s'ouvrir pour faire le jeune feuillage. C'est comme une peau sur une blessure qui est très fine. Elle est très sensible et c'est exactement la même chose. Ce moment-là, Ouais. C'est le moment le plus dangereux. Ouais, bah, c'est là, ça y est. En fait. Oui, c'est reparti depuis. C'est le moment le plus dangereux pour le végétal. Et le paillis avec du miscanthus, vous pensez quoi? Vous pouvez, Parce que chez bien nous- sûr, chez nous, hein, ils font du miscanthus. moi je vous... Le broyat de bois, j'aime bien parce que je trouve que en pleine terre, moi j'y vois que des avantages. D'accord. Après, le miscanthus va très bien, hein, il n'y est pas. Et puis après, par exemple, s'il y a certaines plantes que vous voulez planter en pot, par exemple dans notre gamme, il y a certaines plantes qui ont des petits systèmes racinaires, par exemple le myrtiller, même la rogna, on peut venir les mettre dans des gros pots. Hein. Et puis le pot, là par exemple, c'est bien de prendre du paillis de chanvre. Il est très fin, le paillis de chanvre. Et puis ce qui est bien, c'est que dès qu'il est érosé une fois, il s'amalgame, il fait une sorte de croûte, ce qui fait qu'il ne s'envole pas au vent. Il est, je trouve, très esthétique. Il est blanc, puis ça évite que ça fasse trop chauffer le sol. D'accord. Et il se tient très bien. Dans le pot, moi, je mettrais plutôt ça. En pleine terre, j'avoue que le broyat de bois. Et puis après, je vais être honnête, faites vos petites expériences et comparo des fois. C'est très rigolo. Dans la majorité des cas, tout le monde va être d'accord, puis il y a des petites exceptions parce que les contextes sont tous différents. C'est un terrain d'expérience hein, aussi, hein. Toujours. Hein. Voilà. Eh ben, Je merci. vous en prie, bien Merci. après. Merci. Je vous Super remercie. sympa. C'est dans la boîte. Ah oui. On essaye.